première table ronde. Est-ce que Hugo de l'agence InfoLibre est là ou pas encore? On attend une autre personne qui est M. Pichon, mais qui va venir un petit peu en retard à cause de la grève des trains. Donc nous ne sommes malheureusement pas fautifs. Alors, cette première table ronde a pour objectif, je sors mes petits papiers, d'introduire un sujet qui n'est pas simple dans le cadre du colloque qu'on a organisé aujourd'hui, qui est celui de l'information et la manière dont l'information limite la liberté de penser. Alors, ce sujet-là, on l'a voulu, pourquoi? Le petit film qui vous a été présenté a, je pense, le grand mérite de poser un peu les grandes lignes du problème. Les grandes lignes du problème, on les a résumées sur 4 axes qui sont les suivants. Et on va y revenir au cours de ce premier tour de table. Le premier axe, c'est que devient l'usage créatif de l'information aujourd'hui, après le recul qu'on a maintenant, à savoir à peu près 2 siècles, naissance de la presse écrite jusqu'à tous les médias qui ont vu le jour après. Qu'est-ce qu'il en est de cet usage? On va en dire un mot, bien entendu, de manière assez précise. Ensuite, le deuxième point qu'on a voulu aborder, c'est ce qu'on appelle l'affaiblissement des discours de référence. Le petit film a bien montré que le problème des discours de référence, en 2014, si on les compare, ces discours, à tous ceux qui ont jalonné l'histoire du XXe siècle, il est clair qu'ils n'ont plus la même force, qu'ils sont devenus beaucoup plus troubles. On va aussi revenir sur le sujet. Le troisième point qui nous semble très important, c'est l'attitude des militaires face à la guerre de l'information sur ce thème justement de l'information qui limite la liberté de penser. Et sur ce sujet-là, c'est surtout sur ce point-là, moi, que je vais intervenir. Le problème principal est justement quels enseignements les armées occidentales en particulier ont tirés d'un certain nombre de guerres d'information qui se sont échelonnées depuis le XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, un point qui est très important, puisqu'en devenir, c'est cet avantage informationnel du faible, sur lequel aussi nous aurons un certain nombre de mots à dire. Alors je vais essayer de reprendre pour ma part les 4 points et vous donner un peu la traduction de ce qu'on a fait, nous, en 17 ans d'existence à l'école de guerre économique par rapport à ces 4 points. L'information limite-t-elle la liberté de penser? Il est clair que si j'opère toujours la distinction de plus en plus significative qui apparaît entre l'information qu'on a connue avant Internet et l'information qu'on connaît avec Internet, il est absolument nécessaire, je crois, de faire un peu la part des choses. Faire la part des choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la première constatation, c'est que les médias qui ont eu une position très très importante au cours des 2 derniers siècles sont dans une posture très difficile et de plus en plus difficile. Autrement dit, ce qu'on pouvait appeler la pensée dominante liée au monde médiatique, cette force de pensée dominante est en train de subir une érosion très importante. Cette érosion, comment on va la définir? Si je reprends par exemple l'image des années 60, de la presse écrite qui existait dans cette décennie. Durant les années 60, il était quasiment impossible de sortir d'un certain nombre de grilles de lecture qui dominaient à l'époque le monde médiatique. Grilles de lecture essentiellement idéologiques, à savoir soit on était pour un bloc, soit on était pour l'autre, et bien entendu, selon la position géographique où on se trouvait, la propagande était plus dominante dans un sens que dans l'autre. En 2014, on a l'impression qu'il n'y a plus ce problème, donc la liberté est théoriquement plus forte. Force est de constater que ce n'est absolument pas le cas.
C'est-à-dire qu'on a en ce moment un paradoxe qui est quand même très troublant, c'est que les chapes de plomb idéologiques qui dominaient l'histoire du XXe siècle ont disparu depuis l'effondrement du mur de Berlin et l'effondrement du système soviétique. Et bizarrement, ce qui l'a remplacé, cet ensemble de chapes de plomb, c'est théoriquement une liberté de l'information de plus en plus forte par la démultiplication des médias. Et en même temps, on a le sentiment que cette liberté de plus en plus forte par la démultiplication des médias, elle est en train de s'éroder complètement, voire de disparaître. 2 ou 3 exemples, je crois qu'il faut garder à l'esprit pour le comprendre. Premier exemple, qui a été une affaire qui n'est plus une affaire, c'est l'affaire Murdoch. L'affaire Murdoch, c'est cette série de scandales où des éléments très importants du monde journalistique anglo-saxon ont démontré qu'ils étaient prêts à tout remettre en cause toutes les lois de la déontologie du journalisme pour faire vendre du papier. Et quand je dis qu'ils étaient prêts à tout, c'est non seulement interpréter l'information, mais c'est aussi tromper leurs lecteurs, c'est solliciter des appuis externes pour mener des investigations totalement illégales en termes d'écoute, etc. Et c'était quand même le cœur de la presse libérale mondiale qui était atteint par ce scandale. Ce scandale qui a défrayé pendant quelque temps la chronique et qu'on s'est très vite empressé d'oublier. Ce problème-là n'est quand même pas du tout anodin. L'affaire Murdoch, je crois, quand on prendra un peu le recul du temps, on comprendra qu'elle a été en soi la démonstration par l'absurde de l'effondrement d'un système de liberté de l'information. C'est-à-dire que l'idéologie disparaît et est remplacée par un système marchand qui est fortement prégnant dans le monde médiatique actuel et qui ne laisse absolument aucune place réellement, j'ai presque envie de dire opérationnelle, à cette fameuse liberté d'expression. Nous sommes donc aujourd'hui devant un paradoxe très étonnant. Démultiplication des médias, amplification de la production de connaissances et en même temps réduction totale du périmètre de la liberté d'information. Il suffit d'aller par exemple aux États-Unis pour voir dans l'équivalent d'une maison de la presse ce à quoi le citoyen américain a accès comme information. Et là on comprend très vite, que ce soit en presse écrite, mais c'est vrai aussi pour les networks audiovisuels, que cette marge de manœuvre de liberté de la presse est en train de se réduire à la portion congrue. Donc on a un problème en 2014, dans la mesure où ce que je suis en train de vous dire, tout le monde le sait, d'une certaine façon, et en même temps, ce n'est pas un débat. C'est quelque chose de subi, mais qui ne va pas au-delà de la réalité d'être soumis à cette situation sans pour autant pouvoir faire quoi que ce soit. Alors il y a une explication à ça, bien entendu, qui est relativement simple, c'est que justement l'arrivée d'Internet, le développement de la société d'information semble créer, en contrepartie de cette réduction du champ de la liberté d'information dans les médias traditionnels, une ouverture extraordinaire de prise de parole et de liberté. Mais pour autant, est-ce que cette liberté, dans l'état actuel des choses, est-elle un vrai contrepoids à la création d'un système de pensée? Et c'est ça le cœur du débat. Est-ce que cette liberté est-elle un vrai contrepoids à la création d'un système de pensée? A priori, on est loin du compte. On est loin du compte car si je prends justement le deuxième thème, à savoir l'affaiblissement des discours de référence. Durant la guerre froide, les discours de référence étaient très sérieusement construits, élaborés d'un bloc à l'autre. Et il y avait bien entendu entre les deux blocs un affrontement permanent à travers des systèmes de propagande, de confrontation politique, de
confrontation même politico-militaire dans leur aspect psyops ou dans leur aspect guerre psychologique, tel qu'on l'appelait à l'époque, et on avait l'impression de vivre, à cause de cela, non pas dans un système où la liberté d'expression était dominante, mais à cause de cette confrontation entre les deux blocs, ce débat permanent ouvrait des espaces de liberté d'expression. Peu importe que ces espaces de liberté d'expression soient manipulés ou non, on avait l'impression en tout cas qu'ils existaient et qu'ils permettaient d'une certaine façon à l'individu, non pas de s'épanouir, mais en tout cas de pouvoir prendre position. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, le système de pensée dominante, qui est symbolisé par l'affaire Murdoch, mais qu'on pourrait symboliser aussi par l'offre informationnelle des médias, par la manière dont les médias sont fabriqués. Si vous regardez le site, et j'ai rien contre ces magazines du Point et de l'Express, quand on consulte ces sites, soit sur Internet, par un ordinateur, soit par un smartphone, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est qu'ils se ressemblent de jour en jour, même sur les titres, le choix des articles, etc. Et le fonctionnement des journaux télévisés, et on le sait au moins depuis plusieurs dizaines d'années aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire cette espèce de copier-coller d'un titre à l'autre, où on ne cherche pas à se différencier, on ne cherche pas à se mettre en avant par des analyses plus percutantes, par des choix, des sujets, mais au contraire, on cherche à se retrouver sur une sorte d'analogie ou de comparaison entre thèmes qui ont été traités aux 20 heures. Donc on a finalement ce paradoxe très étrange qui est la démultiplication qui aboutit à la réduction. Et Internet là-dedans, est-ce que Internet est en train de compenser cette réalité? Personnellement, je ne le pense pas. Pourquoi? Je vais prendre justement des situations assez intéressantes qu'on constate sur Internet. Et tout à l'heure, quand nous sera là, on fera intervenir à la deuxième table ronde, j'ai justement souhaité qu'un acteur de l'Internet qui a contribué à créer une agence qui s'appelle l'agence Infolibre, qui a comme particularité d'avoir des vidéos vues pour les meilleurs à plusieurs millions, donc qui n'est pas tout à fait invisible sur le net. Ce qui m'intéresse dans ce témoignage, c'est de voir comment aujourd'hui des poches informationnelles sont en train de se créer et que finalement, ces poches informationnelles, on les connaît, vous en entendez parler, Dieudonné estime qu'il y a plus d'écoute par exemple que la télévision française. Quel est le résultat en termes de préservation ou de développement de la liberté d'expression? En fait, on assiste plutôt à une cohabitation de deux mondes, c'est-à-dire un monde où la liberté d'expression est réduite et va en se réduisant, et c'est le monde marchand du média, globalement dominant, je vous renvoie à Murdoch, et d'autre part, l'émergence de poches informationnelles, dont certaines d'ailleurs ont des réalités marchandes, je pense à Dieudonné, mais qui pour autant, même si elles sont fortement regardées, n'ont aucune incidence réelle pour l'instant sur ce qu'on appelle la conduite des affaires, que ce soit la conduite des affaires politiques, que ce soit la conduite des affaires économiques, que ce soit la conduite des affaires religieuses, ou même que ce soit d'une certaine façon la conduite des affaires culturelles et sociétales. Donc ce paradoxe-là me semble quelque chose de très très important. Il ne faut pas perdre de vue. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où il y a une pensée dominante, mais cette pensée dominante, c'est avant tout une offre de marché avec à l'intérieur, bien entendu, une certaine configuration de la production de l'information et de la connaissance. Configuration de la production de l'information et de la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on discute d'un certain nombre de sujets, j'en prends un qui me tient à cœur, puisque j'ai publié il y a peu de temps un livre sur le problème de la puissance et sur la France, et notamment la manière dont la France détruit sa puissance. Ce qui m'intéressait dans cette thématique, c'est de voir comment les médias classiques allaient réagir. Parler de la destruction de la France en termes de puissance, c'est un sujet tabou
comme l'était d'ailleurs, juste après les attentats de septembre 2001, la question du traitement opérationnel de cibles terroristes. Je me souviens d'un plateau sur Montcroisé, je participais à ce plateau, peu après les Twin Towers, et on m'avait donné la parole, et Arlette Chabot m'avait posé la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on sait qu'il va y avoir un attentat de ce type et qu'on a identifié les gens qui sont en train de l'organiser? J'avais eu une réponse un peu lapidaire, qui était de dire, plutôt qu'avoir les Twin Towers, il faut éliminer ceux qui vont commettre l'attentat. À l'époque, dire ça sur un plateau de télévision à Montcroisé, c'était se carboniser dans les médias traditionnels. Et ça m'a valu à peu près 10 ans de retrait. Je signale tout simplement qu'aujourd'hui, la politique des États-Unis d'Amérique, en termes de traitement des sites terroristes, a totalement intégré cette logique d'anticipation, je ne vais pas revenir sur les attaques par drone armé ou d'autres, qui consiste à éliminer une force terroriste qui risque de commettre un attentat qui porte atteinte aux intérêts des États-Unis d'Amérique. Alors je ne dis pas que j'avais 10 ans avant tout le monde, mais en tout cas, je veux simplement montrer que certaines phrases dites à certains moments n'ont pas la même valeur et ne sont pas prises en considération par le système médiatique de la même façon. Aujourd'hui, le système médiatique, en termes de pensée dominante, même si en France il y a encore quelques états d'âme à cet égard, a totalement intégré la dimension de la politique du président des États-Unis sur le traitement de cibles terroristes. Même s'il y a un débat sous-jacent dans certaines parties du monde médiatique français à ce moment. Ça veut donc bien dire une chose, c'est que cette pensée dominante, elle n'est pas simplement matérialisée par ce que j'appelle la presse Murdoch. Cette pensée dominante, elle existe et elle est structurée à travers un certain nombre de champs très précis et qu'il est intéressant d'identifier. Je pense qu'on va y revenir avec M. Lich et à travers l'intervention de Stéphane Gaudin. Qu'est-ce que c'est que la pensée dominante en 2014 aujourd'hui et comment, face à cette pensée dominante qui théoriquement n'existe plus puisqu'elle n'a pas de raison d'être, il n'y a plus la confrontation idéologique, il n'y a plus une menace thermonucléaire principale représentée par le bloc soviétique, comment est-elle transformée? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle a une substance? Et la réponse, quand on interviewe aujourd'hui les médias et les gens qui sont dans les médias traditionnels, c'est de dire il n'y a pas de pensée dominante. Il y a la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression, elle se manifeste justement par l'extraordinaire diversité de l'offre médiatique, en particulier audiovisuelle. Troisième point qui me semble très important. Lorsqu'on parle de pensée dominante et de liberté d'expression, l'introduction filmée que vous avez vue, et qui est essentielle, c'est l'information par rapport à l'expression la plus forte de la confrontation, c'est la vérité. Que dire sur ce troisième point pour essayer de l'introduire? Les propos du général américain que M. Barbieri a retenu dans son excellent documentaire diffusé sur Arte sont plus qu'intéressants. Parce que ce n'est pas un général en retraite, c'est un général en activité. Et cet homme dit clairement, nous nous sommes trompés. La guerre du Vietnam, nous n'avons jamais été battus militairement au Vietnam. En revanche, nous avons été battus sur le terrain de l'information. Et ces propos sont très importants. Pourquoi ils sont très importants? Ils sont très importants parce que un militaire gradé, général de sa fonction, reconnaît qu'il y a eu une erreur totale d'interprétation stratégique du sens de la guerre. C'est-à-dire que ce général admet que la guerre peut être perdue, non pas parce qu'on a des défaites militaires, mais parce qu'on n'a pas vu l'enjeu de l'information, qui était au cœur de la confrontation. Or, et on le sait aujourd'hui, il n'y a pas eu la guerre du Vietnam. La situation en Irak aujourd'hui est telle que la victoire militaire remportée par les Américains contre les troupes de Saddam Hussein il y a quelques années, qu'en reste-t-il quand on voit la situation en Irak en ce moment?
comment essayer de comprendre une position claire ou affichée comme telle, à savoir nous allons en Irak parce qu'il y a des armes de destruction massive. Après coup, on a constaté qu'il n'y en avait pas. Il y a eu au moins une coalition militaire qui a essayé de légitimer l'intervention. Aujourd'hui, on voit une situation qui va en se dégradant rapidement et avec des logiques difficiles à comprendre pour le grand public, à savoir comment expliquer éventuellement que les États-Unis travaillent avec l'Iran pour réduire certaines forces armées qui s'opposent à leurs intérêts sur zone. Alors que l'Iran était jusque-là présenté comme un État dangereux, terroriste, infréquentable. Je renvoie à ce que la BNP suit. Lorsqu'on a ce genre d'explosion du cadre de référence, car c'est bien de cela dont il s'agit, comment le monde militaire peut-il en tirer un certain nombre de leçons pour essayer de garder des points de repère pertinents? Car la question centrale pour le monde militaire, c'est comment garder des points de repère pertinents. Et c'est bien là toute la difficulté d'exercice aujourd'hui. Car l'exemple irakien, mais je pourrais en prendre d'autres, démontre que dès le moment où on ne comprend plus quel est l'objectif, comment évoluent les jeux d'alliance, comment l'information se nie par elle-même d'une époque à l'autre. On vous a montré dans ce petit film le débat sur les armes chimiques en Syrie. Pardon. Vous savez très bien que cet épiphénomène, qui n'en est pas un, aurait pu aboutir à quelque chose d'excessivement grave, dans la mesure où ces armes chimiques sont utilisées à la fois par les forces du régime et par les rebelles. Et que les rebelles ont tout intérêt, dans certaines situations, à faire en sorte de faire accuser les troupes du régime, alors que ce sont eux qui activent les archives. Prendre des positions géopolitiques majeures sur une situation comme ça, alors qu'il y a déjà eu le précédent fortement négatif des armes de destruction massive pour légitimer l'intervention en Irak. Je vous laisse imaginer la force de la pensée dominante aujourd'hui par rapport à ça. Quels sont les citoyens qui croient encore une seconde au discours dominant qui légitime une guerre si on a l'exemple sur les ADM en Irak et si on voit ce renversement d'alliance pour le moins troublant entre l'Iran et l'Amérique, conjoncturel ou ponctuel, peu importe, par rapport à la situation de la dégradation qui existe aujourd'hui en Europe. Comment essayer de garder des points de repère en termes de pensée dominante, même si cette pensée dominante, on n'est pas d'accord avec. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quelle est sa cohérence? Comment lui donner une cohérence? Et les personnes qui, dans l'armée, disent « je m'aligne sur l'OTAN, c'est la voie qu'il faut suivre », certes, ça a le mérite de simplifier les choses, mais il n'empêche que derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et je voulais juste m'arrêter sur un point qui me semble essentiel, à savoir que la guerre, histoire du 19e siècle et surtout histoire du 20e siècle, énorme impact du rôle de l'information dans l'accompagnement de la guerre. Aujourd'hui, qu'est devenu cet impact? Quelle est la valeur des propagandes diffusées dans un cadre militaire? À partir du moment où ce qui nous semblait en 1914 l'évidence même, il fallait reconquérir l'Alsace lorraine, aujourd'hui, intervenir en Syrie, intervenir en Irak, ce n'est plus l'évidence même. C'est même beaucoup plus grave que ça, c'est est-ce que ce n'est pas tout simplement absurde compte tenu de l'évolution des situations et des exemples qui sont déjà développés. Dernier point, l'arme du fer. Je crois qu'on n'a pas encore assez pris de recul pour comprendre que peut-être l'image du XXe siècle, cette image qu'on a retenue, c'est que le fort a imposé sa loi sur le terrain d'information. Est-ce que cette image est une image toujours valable?
On pourrait dire oui, dans le sens où, je le répète, tous les systèmes aujourd'hui officiels d'information sont parfaitement huilés pour raffiner une certaine forme d'information et faire en sorte qu'il n'y ait pas certains débats qui sont pourtant essentiels. Mais il n'empêche, et c'est bien là que le bas blesse, que cette force de pensée dominante, elle commence à tourner à vide sur elle-même. C'est-à-dire que il n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, par exemple, il n'y ait pas un débat de fond sur ce que ce pays est en train de devenir. Beaucoup de gens se posent cette question. Beaucoup de gens s'interrogent sur cette question. Mais ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat car on nous dira, et c'est le système, qu'il faut finalement suivre le fil du fleuve qui est en train de couler. Quand on regarde attentivement le développement de ce que j'appelle des bulles informationnelles, qui sont des bulles du faible, on voit apparaître des systèmes qui échappent complètement à la pensée dominante. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quel va être leur devenir. Il y en a eu dans le passé. Ces systèmes ont créé un certain nombre de situations. Exemple, la pensée 68 a percuté de plein fouet tout le système éducatif français pour des décennies. Donc il y a des résultats. Il y en a qui sont courts et d'autres, bien entendu, qui sont faits. Mais aujourd'hui, ces bulles informationnelles créées par des faibles qui peuvent être soit des citoyens, soit des gens au service d'une cause collective, soit des gens au service d'une cause étrangère, etc., etc., quel va être le devenir aussi? Et c'est la question, et c'est une des questions qui va, à mon avis, être beaucoup plus importante qu'on l'imagine, car, en fait, ces bulles informationnelles, dans lesquelles le faible excelle de plus en plus, et on le verra notamment dans la deuxième table ronde, vont-elles être de nouvelles sources de pensée, non pas dominantes, mais agissantes, menaçant fortement cette pensée dominante dont la crise majeure aujourd'hui, même si on n'en parle pas, c'est sa légitimité première. Alors je vais donner la parole à deux personnes à côté de moi. M. Pichon n'est toujours pas arrivé. On attend qu'il vienne. J'espère qu'il arrivera, le pauvre. Je vais d'abord donner la parole à M. Pichon, qui nous vient de Suisse et qui est sur un terrain très particulier. Je vais essayer de vous présenter. Parce que vous présentez en gros la parole d'une réflexion sur le rôle du citoyen par rapport au positionnement de la défense d'un pays. Est-ce que vous... Ensuite, je donnerai la parole à Stéphane Gaudin, qui est l'auteur de la création d'un site qui a maintenant une forme d'existence, qui s'appelle Théâtrum Belli, et qui est en soi une bulle informationnelle du faible, parlant du fort, puisque Théâtrum Belli, c'est la guerre, les affrontements militaires et tout ça, les champs de bataille. Et au niveau mondial, pour une fois on peut le dire, c'est un site qui a une renommée mondiale parce que je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent dans le monde anglo-saxon de site. Au niveau global, l'approche défense, non. Donc on va y revenir. Alors d'abord, M. Vich, j'aimerais savoir justement, par rapport à cette longue introduction, comment vous vous situez, vous, en tant que citoyen suisse, par rapport à la problématique sur laquelle vous travaillez? Merci, bonjour à toutes et à tous, et merci vivement de cette invitation. Et je crois que ma réflexion, je dirais, peut très bien se rapprocher à vos derniers éléments d'introduction. Pourquoi? Parce qu'au fond, je développe une réflexion sous le label que j'ai utilisé faute de mieux, citoyen soldat 2.0. Qu'est-ce qu'on peut entendre là-dessous? Je n'ai pas encore de réponse définitive, mais ça n'est pas une réflexion en termes de discours. C'est une réflexion en termes d'institution et en termes de temps long historique qui part de l'idée que la société de l'information en tant qu'outil de production des richesses correspond au troisième changement d'outil de production dans l'histoire de l'humanité. Donc, rappelons le passage au néolithique des sociétés de chasseurs-cueilleurs aux sociétés agraires, à partir
partir du XVIe, XVIIe siècle, l'entrée vers la société industrielle, et aujourd'hui, donc, troisième changement vers la société de l'information. Alors, si on dit ça, il faut bien garder à l'esprit que ces changements ont provoqué des bouleversements vraiment macro-historiques, et surtout des bouleversements en termes d'organisation des formes politiques. Les sociétés chasseurs-cueilleurs, c'était 50 à 100 personnes. Les sociétés agraires, c'est soudain des milliers de personnes sous un pouvoir souvent tyrannique, les premiers empires, d'ailleurs précisément en Irak à cette période, qui ne s'appelait pas l'Irak évidemment, ce qu'on appelle la Mésopotamie. Et puis, avec l'apparition de la société industrielle, eh bien, l'État moderne tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Donc, si nous sommes bel et bien à ce troisième tournant historique, macro-historique, à ce troisième changement de l'outil de production dans l'histoire de l'humanité, il faut bien se dire que les formes d'organisation politique vont changer, et pas changer de manière superficielle, mais de manière fondamentale. M. Arbulot disait tout à l'heure dans son introduction, en citant une de ses publications, et la France détruit sa puissance. Alors, j'ai presque envie de dire, à titre de consolation, elle n'est pas la seule. La plupart des pays bradent ce que j'ai envie d'appeler leur bijou de famille. Le mien brade le secret bancaire, brade son système fiscal, a bradé sa place financière il y a une dizaine d'années. Regardez, la Grande-Bretagne est dans le même cas. L'Allemagne, qu'on cite toujours en exemple pour ses formidables prestations économiques, à des lenders, les nouveaux lenders de l'ancienne Allemagne de l'Est, dans des situations dramatiques de dépopulation avec un chômage à 40%. L'Italie, n'en parlons pas, l'Espagne, etc. Donc les États sont en train, ils bradent tous leur contenu et ils sont en train de devenir des coquilles vides. Alors, moi, je n'interprète pas ça du point de vue d'une volonté de la classe politique, mais du point de vue d'un tournant historique. Et pourquoi? Parce que les historiens du temps long disent que l'État moderne n'est plus en mesure de répondre aux défis actuels. Il est prisonnier des procédures, des recettes qui ont fait son succès. Typiquement, l'État-providence, l'État social, etc. Donc, si on a ces deux éléments, l'État qui se vide de sa substance, et ensuite un troisième changement d'outil de production, alors il faut quand même se dire que nos institutions vont changer. Rappelons d'ailleurs à cet égard que les historiens du temps long disent que la technique, pas le couteau suisse, pas la fourchette, quoique Norbert Elias est une autre idée, les tournants techniques importants, les découvertes techniques importantes déterminent les formes d'organisation sociale. Et ils nous disent le moulin au Moyen-Âge a déterminé la féodalité. La machine à vapeur a créé le capitalisme industriel et l'État moderne qui va avec. Donc l'ordinateur va nous amener vers d'autres formes d'organisation politique. Qu'est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire? On n'a pas beaucoup d'éléments. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comme à la Renaissance italienne, les éléments intéressants ne viennent pas des institutions. Ils viennent de l'extérieur. Ils viennent de spécialistes, de journalistes spécialisés qui, observant les transformations, finissent par détecter des changements en profondeur. On peut en signaler 3 pour le moment. C'est toute la dimension wiki, la capacité de travail collaboratif, coopératif. Alors on va me dire, oui, mais ça fait pas, on n'a pas attendu Internet et les ordinateurs pour travailler ensemble. Non. Mais ce qu'il y a de totalement nouveau, c'est qu'on peut travailler ensemble, non seulement sans se connaître, sans se voir, et être à des distances phénoménales les uns des autres. Parce qu'on va mettre la question qui nous préoccupe sur la toile, et ceux qui ont la même préoccupation, ou une préoccupation voisine, vont y contribuer. Là, on a déjà un élément tout à fait intéressant. On crée un réseau, mais qui n'est plus créé sur la base d'un voisinage géographique, mais d'un voisinage, je dirais, en termes d'idées, ou en termes de questions que l'on se pose et qu'on souhaite résoudre, ou de défis. Deuxième dimension que l'on peut dégager, c'est l'aspect niche. On quitte l'ère industrielle, et là, les études montrent, c'est en particulier les études qui sont consacrées à ce qu'on appelle la longue traîne, la long tail,
qu'on a habilement traduit longue traîne et pas longue queue, on se demande pourquoi. Alors là, il met en évidence qu'au fond, on est entré dans un système de niche du point de vue commercial et économique. Pourquoi? Parce qu'auparavant, une entreprise commerciale faisait 80% de son chiffre d'affaires avec 20% de son catalogue. C'était les 20% de produits, d'articles, que ce soit des voitures, des appareils photo, etc., qui étaient le plus vendus, qui correspondaient vraiment au fonds de commerce de ces entreprises et qui leur permettaient de réaliser 80% de leur chiffre d'affaires. Or, avec l'apparition d'Internet, avec le fait que la vente en ligne se fait désormais sans intermédiaire, tout article ou presque trouve acquéreur. Et désormais, cette relation 80-20 a complètement changé, c'est 80-80. Donc 80% du chiffre d'affaires se fait avec 80% des articles. Donc, on n'a plus quelques éléments dominants, mais on a des niches, et on a presque envie de dire, c'est l'accumulation des niches qui crée la masse critique. Au passage, quand on dit l'accumulation des niches qui crée la masse critique, je signale que Al-Qaïda fonctionne de la même façon. Il n'y a pas un état-major centralisé, quelque part dans la montagne du côté de Tora Bora, mais il y a des cellules qui, au fond, s'agglutinent, se cooptent, etc., travaillent de manière wiki, mais sans forcément se connaître, mais partageant la même vision du monde, la décadence de l'Occident, le fait que seul l'islam est capable de le régénérer, etc., etc., et qui, au fond, par accumulation, commencent à créer un effet formidablement déstabilisateur. Gardons cette idée en tête parce que nous y reviendrons en parlant du citoyen soldat 2.0. Le troisième élément, il rejoint ce que je viens de dire, c'est que désormais on assiste à des organisations sans tête. On parle de système Starfish, étoile de mer. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé cette image pour dire les anciens systèmes étaient pyramidaux, ils étaient hiérarchiques, ils étaient centralisés, donc ils s'organisaient un peu comme l'araignée sur sa toile, tandis que les nouveaux systèmes sont sans tête. Et on prend l'image de l'étoile de mer parce que certains types d'étoiles de mer, on peut les couper en deux au couteau et elles ne meurent pas, mais elles reproduisent deux étoiles de mer. Donc on est dans un système sans tête, et ça c'est assez intéressant parce que désormais c'est plus la structure, c'est plus l'organigramme qui détermine le travail, ou le mode de travail, ou la répartition des tâches, c'est l'idée qui prime. C'est l'idée qui prime l'organigramme. J'ai également, à côté de mes fonctions de chercheur, j'ai une activité dans l'administration de mon pays qui, comme toute administration, est centralisée et où on passe énormément de temps à définir des structures de projet. Et quand on a défini les structures de projet avec la direction de projet, avec la direction stratégique, avec le conseil de réflexion, avec le maître de projet, etc., à la fin, on dit, mais quel était déjà le projet qu'on voulait lancer, quel était le but qu'on s'est fixé? Donc, ce qui prouve qu'on n'a pas encore fait le saut, que désormais, c'est plus l'organigramme qui prime, mais c'est l'idée. C'est l'idée qui commande l'organigramme, et l'organigramme devient secondaire. Ça, c'est aussi très important du point de vue militaire. Et troisième chose en relation avec cet aspect sans tête, cet aspect wiki, cet aspect de niche, c'est que désormais l'homme prime la machine. Ce qui est l'inverse de la société industrielle où c'était la machine, le travail à la chaîne, l'emplacement même de l'usine, parce qu'on ne pouvait par exemple les implanter partout puisque c'était d'immenses structures. Vous ne trouvez pas d'industrie lourde dans les Alpes. On n'avait pas de soucis écologiques à ce moment-là. Mais c'était impensable de créer des immenses usines sur un plateau alpin avec une route en zigzag et de la neige qui empêche la circulation 3 ou 4 mois par année. Donc on les a installés en plaine, dans les zones aussi proches des productions de charbon. Alors que là, maintenant, on change complètement. C'est l'homme qui détermine la machine. Ça, c'est aussi un changement très important. Et si on met ces changements maintenant en relation avec un constat général de l'histoire militaire, mais un constat qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on fait la guerre comme on produit les richesses. On fait la guerre comme on produit les richesses, autrement dit, la chevauchée médiévale qui va rasier quelques villages, etc.,
pour faire de l'ombre aux seigneurs voisins, elle n'a rien à voir avec la guerre totale de l'ère industrielle, ou avec la guerre d'Ancien Régime à effectifs professionnels, mais limités. On fait la guerre comme on produit les richesses. Et donc ça va nous amener à cette question du citoyen-soldat 2.0. Là, je vais quand même faire un petit excursus pour dire qu'il y a un aspect discours qui veut évacuer totalement une réflexion sur le retour du citoyen. N'oublions pas que on a une expression qui est un peu lapidaire. Chez nous, on dit « un citoyen sans son fusil n'est qu'un contribuable ». Et je ne peux pas m'empêcher de penser que si on veut tellement évacuer cette notion de citoyen-soldat, c'est parce que finalement c'est une garantie fondamentale de la participation démocratique. Souvenons-nous que déjà à Rome, quand la plèbe était encore, composait encore les légions romaines, elle pouvait obtenir ce qu'elle souhaitait avec ces fameuses sécessions, c'est-à-dire en refusant de faire le service militaire. Et c'est avec ces fameuses sécessions qu'elle a notamment gagné le droit de ne plus être mise à mort pour dette. De ne plus être mise à mort pour dette dans une situation comme la nôtre, où on est marqué par une crise financière catastrophique, cataclysmique. Je pense que la leçon mérite d'être retenue. Alors, dans le discours dominant à l'heure actuelle, le discours de la guerre dominant sur l'organisation militaire de l'État, c'est qu'au fond, la première chose, la sécurité de l'État commence à l'Hindu Kuch. Je cite cette phrase, elle n'a pas été citée par un ministre français, elle a été citée, et c'est plus intéressant, par un ministre allemand pour justifier l'intervention de la Bundeswehr en Afghanistan. La sécurité de l'Allemagne commence à l'Hindu Kuch. Bon, très bien. En Suisse, on a aussi essayé. Les Alpes nous semblant un peu petites. Mais ça n'a pas marché. Mais c'est intéressant de dire, au fond, l'armée n'a plus la fonction de défense nationale. Et la fonction, c'est d'aller maintenir la paix et la stabilité, même si pour cela il faut bombarder, vous le signaliez tout à l'heure dans votre intervention, c'est d'aller maintenir la paix et la stabilité à l'extérieur, dans le Grand Sud. Premier élément de la pensée dominante. Deuxième élément de la pensée dominante, c'est qu'au fond, il faut une technologie de pointe. Il faut des drones tueurs, il faut des missiles de croisière, il faut des avions de haute technologie, etc., etc. Or, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? C'est que les armées occidentales qui s'engagent en Afghanistan, en Irak ou ailleurs, pour parler encore une fois en langage un peu vernaculaire, se font tailler des shorts par des gens qui sont en tongs avec des kalachnikovs rouillés. Donc là aussi, on a un paradoxe complet. On va vers de plus en plus de technologies, alors qu'en face, les gens sont dans un système de rusticité complète. Et puis, troisième chose, c'est que la guerre est beaucoup trop importante, je paraphrase, pour être le fait des citoyens. Et qu'il vaut mieux la confier à des professionnels, qu'il vaut mieux la confier à des contracteurs, etc. Et qu'un citoyen qui serait en armes, ce serait le début de l'anarchie. Alors, ça, je dirais, c'est le discours dominant, et il est aussi dominant dans mon pays. Dans mon pays, on essaye pourtant, malgré notre tradition d'armée de citoyens, on essaye par tous les biais de le désarmer. Si on essaye ça chez nous, je me dis, ben, c'est peut-être que la ligne rouge est franchie et qu'il faut quand même commencer à se poser la question. Alors, venons-en aux citoyens soldats 2.0. Quand je dis 2.0, c'est pour faire allusion, je dirais, à cette société de l'information. Je n'envisage pas un citoyen qui soit branché, qui ait des antennes, etc., qui se déplace en ville ou à la campagne avec un mini-écran qui lui dise à tout instant où il doit aller, ce qu'il doit faire, quelle est la menace. Non, c'est qu'au fond, ce citoyen, comme on le signale des structures d'organisation sociale, wiki, etc., wiki, niche, sans tête, etc., eh bien, il est en train de devoir prendre son autonomie par rapport à l'État parce que, au fond, le contrat hobbésien est terminé. Le contrat hobbésien, je le rappelle, c'était l'individu abdique sa liberté au profit de l'État qui lui garantit sa sécurité. Bon, dans un État où l'armée s'occupe plus de la défense nationale, ou bien de manière tellement ésotérique à l'Hindu Kuch qu'au fond, ça n'a plus aucun impact sur la réalité nationale,
on peut se demander si le contrat obésien n'est pas torpillé fondamentalement. Or, vous me direz qu'il y a encore les forces de police, mais là, on assiste à des, je dirais, j'aurais presque envie de dire, à des dérives, une militarisation des polices qui n'est pas sans danger pour la liberté républicaine. Donc, cet élément du contrat obésien, il est, à mon avis, je dirais, mon avis personnel, c'est qu'il est terminé, mais si on veut être scientifiquement plus modéré, on pourra dire qu'en tout cas, il est fortement remis en cause. Mais Hobbes nous dit une chose, lorsque l'État ne peut plus garantir la protection, l'individu récupère immédiatement sa liberté, parce que Hobbes nous dit, et ça on oublie souvent de le citer, mais ça fait la moitié de son bouquin sur le Léviathan, parce que, nous dit Hobbes, la liberté est un droit naturel auquel on ne peut renoncer par aucune convention. Et donc la réflexion sur le citoyen 2.0, elle se place dans cette perspective d'une certaine autonomisation forcée du citoyen qui, au fond, ne trouve plus au sein de l'État la garantie suffisante de sa protection. À partir de là, on a un deuxième élément que nous fournit la société de l'information, c'est très intéressant, c'est le crowdsourcing. Le crowdsourcing, c'est au fond une manière de définir l'intérêt général. Alors là aussi, c'est d'abord utilisé dans le domaine économique, ça commence à l'être dans le domaine culturel, et ça va certainement le devenir dans le domaine politique. De quoi s'agit-il? Là aussi, c'est un changement de paradigme fondamental. C'est qu'auparavant, lorsqu'une entreprise voulait lancer un nouveau produit, elle le faisait de manière secrète. Le secret le plus total, les gens qui y participaient signaient des contrats de confidentialité. Or, on a complètement changé. Désormais, on pose la question, le projet sur la toile, et les gens y contribuent. Et cette manière de faire assure des succès aux entreprises qui le font, tout à fait remarquables. Dans le domaine de la culture, on peut parler plutôt de crowdfunding, donc de financement via la foule, c'est-à-dire, au fond, on présente le projet culturel et chacun y va d'une micro-contribution. 1 euro, 3 euros, 5 euros, 10 euros, parce qu'on trouve le projet sympathique, parce qu'il y a telle et telle personne que l'on a envie de soutenir, mais c'est un soutien de type quête à la messe du dimanche. Mais, comme on fait appel à des milliers de gens via la toile, ces projets trouvent des financements tout à fait intéressants. Si on transpose ça en termes d'intérêt général, on va retrouver cette fois à un niveau local, à un niveau capillaire, la question quels sont vos besoins en termes de sécurité. Et là, que ce soit un quartier urbain, là, que ce soit une région, que ce soit un village, etc., vont signaler les problèmes qu'ils rencontrent et qu'ils souhaitent régler. Et donc, à partir de là, on peut redéfinir l'intérêt général, c'est-à-dire au plus près des besoins des individus, et non pas de manière abstraite ou conceptuelle. Donc ça, c'est un deuxième élément assez important de cette idée de citoyen-soldat 2.0. Il travaille en quelque sorte dans la marge d'erreur du système. J'aime bien cette expression, elle n'est pas de moi. Travailler dans la marge d'erreur du système. Et j'ai essayé de voir si on en avait déjà des illustrations, et je vois que j'ai un peu dépassé mon temps de parole, je vais terminer avec ça. J'ai constaté par exemple que dans la ville de Détroit, où les services publics ne fonctionnent plus, les associations de citoyens commencent à reprendre en main les activités sur une base coopérative, sur une base associative, sur une base d'assistance mutuelle. Je constate aussi qu'au Mexique, qui est dans une guerre qui n'a pas de nom, mais qui a fait plus de victimes qu'en Syrie, dont on ne parle jamais, où l'État n'est plus en mesure d'assumer la défense de ses citoyens, où ceux-ci sont livrés à la violence des gangs et des cartels, ils s'organisent en fait sur le mode du citoyen-soldat. Il y a certaines dérives au Mexique, mais dans la majorité des cas recensés, le système fonctionne plutôt bien au profit, évidemment, de ceux qui l'utilisent. Alors on me dit, mais attention, c'est le début de l'anarchie. Je dis, si l'anarchie, c'est de se laisser massacrer par les gangs,
alors je suis vraiment pour le début de l'anarchie, c'est-à-dire y résister. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ces citoyens, au fond, ne cherchent pas, et le disent ouvertement, ne cherchent pas à se substituer à l'État. Ils cherchent à garantir les éléments essentiels, leur vie, leurs biens, leur famille, le fruit de leur travail, et souvent, ils livrent les membres des gangs et des cartels qu'ils capturent à la justice mexicaine. Il y a, évidemment, je n'ai pas une réponse définitive, mais je crois qu'il y a des éléments de réflexion, également en contre-pied du discours dominant sur la puissance militaire. Merci de votre attention. Alors, avant de passer la parole à nos deux autres intervenants, je discutais il y a peu de temps avec quelqu'un qui a une maison en Normandie et qui m'expliquait la corrélation entre trois éléments. D'une part, la crise économique et ses conséquences, c'est-à-dire le fait que le marché de l'immobilier s'écroule là-bas. Les gens n'arrivent pas forcément à vendre parce que les Parisiens, en plus, n'achètent, les Parisiens ou d'autres, de moins en moins de résidences secondaires, on ne peut pas envie dans cette direction, d'aller dans cette direction. Mais il y a un autre élément qui est totalement occulté et qui va rejoindre le propos que vous tenez, c'est qu'il y a une montée des cambriolages systématiques sur toute une partie de la zone, ce qui ne fait qu'accentuer, bien entendu, la pression sur la perte de valeur d'un bien dans une zone déterminée. Et c'est vrai que sur ce sujet-là, on constate quoi? On constate que la force publique fait ce qu'elle peut, mais fait de moins en moins, faute de moyens. Que le monde médiatique occulte complètement cette réalité. Et que bien entendu, cette réalité, elle n'échappe pas à ceux qui la vivent. Donc, lorsque vous parlez d'un citoyen 2.0, on pourrait se dire aujourd'hui qu'il serait effectivement nécessaire, par exemple dans cette région mais dans d'autres, qu'on ait une vision réelle de ce qui se passe et des corrélations entre des problèmes purement économiques, des pertes d'activité liées à la réduction du niveau de vie d'un certain nombre de personnes et cet élément où l'État est de moins en moins présent et où on voit apparaître ces zones où l'information ne donne qu'un très faible aspect de la réalité et avec les conséquences éventuelles qui vont apparaître. Est-ce que vous, par exemple, dans votre expérience en Suisse, vous êtes en train de créer un système d'information pour contrebalancer le fait que l'État se vide de toute une partie de ses prérogatives attendues par les citoyens? Est-ce que ça se manifeste comment, ce web 2.0? Parce qu'en France, par exemple, on a Xavier Refer et un certain nombre de personnes qui travaillent sur la criminologie, qui travaillent sur des statistiques, mais il n'y a pas de mouvement citoyen en France pour dire mais comment évoluent les problèmes réels de sécurité sur des zones de macaque. Alors, on n'a pas, je dirais, un mouvement de citoyens au sens où vous l'entendez ici en France. En revanche, on constate que, vous savez que nous avons le système de la démocratie directe qui fait qu'on peut demander un vote sur n'importe quelle loi adoptée par le Parlement. On peut aussi avoir une démarche proactive et faire initiative pour inscrire une disposition dans la Constitution fédérale. Et c'est à travers ces deux, je dirais, à travers ces deux outils qu'on constate que se dessine une opinion citoyenne assez en rupture avec celle de la classe dominante. Je prends des exemples qui ne sont pas nécessairement en lien avec des questions militaires. Nous avons eu, il y a plus d'une année, la fameuse initiative Minder. Minder est un entrepreneur, un petit entrepreneur, qui a vu son entreprise gravement menacée par la faillite d'une plus grande. Et au même moment, il a constaté que non seulement cette grande entreprise qui menaçait par sa faillite la sienne, eh bien, elle attribuait des parachutes dorés à ses dirigeants. Et donc, étant lui député au Parlement, il a lancé cette initiative. Il n'a été soutenu par aucun parti politique, donc ni la gauche ni la droite. Et pourtant, cette initiative a été approuvée à une très large majorité.
Et au fond, il introduit avec ça une forme de démocratie dans les grandes sociétés anonymes, en disant le salaire des dirigeants devra être approuvé par l'Assemblée générale en fonction du bilan et du budget de cette entreprise. Donc, ce ne sera plus une décision autonome, interne, où on promet X millions à un dirigeant parce qu'il a un nom qui est largement connu sur Internet, mais ce seront les